SMS et Internet. C'était aujourd'hui le dernier jour pour échanger nos vieux billets de 500 francs, les fameux Pascal. Depuis cet après-midi, ils n'ont plus aucune valeur. Ce sont donc près d'1 milliard qui ne sont de fait jamais réapparus. L'occasion de parler de la monnaie, de son histoire, de son actualité et donc de l'euro. Nous avons donc intitulé notre émission ce soir 1 milliard de francs disparus. Et voici les invités qui ont accepté d'y participer en public et en direct. Jean Viard est sociologue, directeur de recherche CNRS au laboratoire de Sciences Po. Vous venez de diriger l'ouvrage intitulé Du franc à l'euro, la vérité sur les prix, livre édité aux éditions de l'Aube. Michel Prieuré, numismate, vous êtes le gérant de la Compagnie Générale de Bourse. Je renvoie aux deux livres dont vous êtes co-auteur, Le franc et l'euro, dans les deux cas aux éditions des Chevaux Légers. Nicolas Bouzou est économiste, vous enseignez à Sciences Po et à l'Université Paris 7, vous dirigez par ailleurs le cabinet de prévision Asterès. Votre prochain livre paraît dans une semaine aux éditions d'Organisation. Il s'agit du petit précis d'économie appliqué à l'usage du citoyen pragmatique. Enfin, André Rondet, secrétaire de la Société française de numismatique. La SFN regroupe les passionnés de monnaie et de médailles à travers les âges. Vous publiez un bulletin d'information mensuel ainsi que la fameuse revue de numismatique qui paraît, elle, une fois par an. Michel Prieuré, il y a une première question quand même à vous poser, c'est où est passé tout cet argent ? Non, mais sérieusement, alors j'imagine qu'il doit y avoir plein d'explications, mais en gros, où est passé tout cet argent-là ? 1 milliard de francs disparus. Alors, très sérieusement, il y a plusieurs réponses, et nous ne savons pas du tout dans quelle proportion ces réponses jouent. La première et la plus évidente, il y a des gens qui oublient. Alors, ça a l'air dramatique, c'est ahurissant, mais c'est la vérité. Vous voulez dire qu'il y a en ce moment, peut-être devant leur poste de télévision, des personnes chez elles qui avaient fait des petits tas de Pascal comme ça, qui attendaient depuis un bout de temps. Chérie, j'ai oublié de ramener l'argent à la banque. Non, en règle générale, ce sont des personnes âgées qui ont eu l'habitude de thésauriser de l'argent chez elles, qui l'ont caché et qui ont oublié non seulement la cachette, mais qu'elles l'avaient cachée. Oui. Alors, on voit réapparaître, nous sommes marchands spécialisés en billets, donc nous en voyons réapparaître. Il tout défilé à longueur de temps. Absolument. Nous voyons réapparaître des stocks de billets qui sortent des endroits les plus improbables et qui ont 30 ans, 40 ans, 50 ans. Donc il est plus. Vous pouvez donner quelques exemples, c'est parce que quoi, de la lessiveuse Bien sûr. Non, la lessiveuse en règle générale. Alors. Non, mais je sais pas moi. Non, mais j'imagine que c'est forcément, anecdotique et drôle. Donc. Il y a 2 mois, nous avons un marchand de biens qui est venu nous voir. Il avait acheté un vieil immeuble et dans les combles du vieil immeuble, il avait trouvé une boîte à chaussures. Dans cette boîte à chaussures, rangée en épaisseur, il y avait des billets qui étaient des 10 000 francs Bonaparte, c'est-à-dire le plus gros billet qui était en circulation avant le nouveau franc. Pour vous donner un ordre d'idée de la valeur que cela représentait, à l'époque, le SMIC était à 1 franc 59 de l'heure. Le 10 000 francs Bonaparte est donc un billet qui va devenir le 100 nouveaux francs. C'était un billet qui représentait une somme extrêmement importante. On en a acheté une boîte à chaussures. Vous lui avez racheté combien, le pauvre? J'ai complètement oublié la somme parce qu'il a fallu... Non, il a fallu les trier. Il y en avait qui étaient en bon état, d'autres en mauvais état, etc. Voilà, mais techniquement, pour la Banque de France, c'était du papier. On fait la liste des explications. Donc vous nous dites, 1, il faut l'intégrer, les oublis. L'oubli. 2, les gens qui, pour des raisons qui leur sont personnelles, n'ont pas l'intention de faire apparaître de l'argent. C'est quoi ça? C'est les caisses noires des partis politiques? Pas du tout. C'est les gangsters qui sont rentrés en prison il y a 15 ans avec des francs qu'ils avaient cambriolés? Ça, c'est une option. C'est une option. Il y a également les gens qui ont accumulé de l'argent en espèces et qui n'ont aucune intention d'aller à la Banque de France où vous devez bien entendu donner votre identité lorsque vous échangez. Ils n'ont aucune envie de faire cela. Donc ça, c'est le grand chapitre de ce qu'on pourrait appeler quoi? L'argent sale, pour faire simple? D'accord. Alors les oublis, l'argent sale. Les incendies. J'allais évidemment parler de M. Gainsbourg, qui a au moins fait disparaître un Pascal, puisque c'est le billet qu'il a brûlé. Mais il peut parfaitement y avoir des accidents, des bateaux qui coulent, etc., etc. De l'argent disparaît aussi comme cela. Quelle est la proportion, à notre avis? L'oubli est la partie la plus importante, de très très loin. Pardonnez-moi, on va réfléchir sur ceux qui viennent d'en ramener en quantité importante. Moi, si j'étais arrivé avec, on va dire, je sais pas,
plus de 1000 pascal. J'avais une enquête sur le dos, le fils qui me tombait dessus, le commissariat de police qui me disait, dites donc, vous êtes passé l'autre jour à l'agence, on se pose des questions. Enfin, franchement, voilà. Maintenant que c'est fait, vous pouvez tout nous dire, hein, parce que voilà. Juridiquement... Avec Jean Viard, quand on a attaqué la Marseillaise de Crédit il y a une vingtaine d'années, on avait planqué l'argent. Donc, c'est à Marseille. Oui, c'est vrai, c'est pas, enfin, c'est la France. Hein. Juridiquement, on doit donner son identité. Et c'est transmis effectivement à un service qui s'appelle le service du TRACFIN, qui lutte contre le blanchiment de l'argent sale. Bon. Mais y aura-t-il une enquête? C'est très peu probable, mais c'est un risque. Il y a des gens qui n'ont aucune intention de prendre. Donc, si je résume ce que vous nous avez dit, à moins que je ne vous ai pas laissé tout évoquer jusqu'au bout, les oublis, l'argent sale et finalement les accidents de la vie. Et ça nous fait 1 milliard de francs disparus. Il ne faut pas oublier qu'au départ, on a imprimé 1 milliard de pascal. Le pascal est en circulation depuis 1968. Il a à peu près disparu vers 93-94. 1 milliard de billets. Il en reste finalement 1/500e. Sur une telle durée de temps, n'oublions pas que c'est du papier, il y a des accidents effectivement de la vie. Il y a une autre idée qui me viendrait à l'esprit, André Ronde, enfin, pour expliquer tout cet argent qui manque à l'appel, si je puis dire. Non, pas pour le 500, pour des monnaies, d'or, d'argent. Dans le passé, il y a des exemples, j'en parlerai peut-être éventuellement tout à l'heure, des exemples historiques. Là, la seule chose, éventuellement, des gens qui gardent, mais alors un billet pour, en se disant, ça aura une valeur de collection, je la garde pour mes enfants, mes petits-enfants. On va les sabrer dès le début de l'émission, ça va avoir un peu de valeur, un beau pascal. Des pascals. On m'a dit 10 euros. On m'a dit un pascal en bon état, en ce moment, ça vaut 10 euros. Alors, le bon état, pour nous, professionnels, est en réalité un mauvais état. Ah, bon. Pour nous, le bon état, c'est le billet qui est neuf et qui est absolument dans l'état où il est sorti de l'imprimerie. Et celui-là, vous me le prenez à quel prix? Actuellement, on doit être acheteur aux alentours de 80-85 euros, c'est-à-dire une toute petite prime. Ah, quand même. Oui, mais c'est ça devient bien. Très, très rare. C'est vraiment très, très rare. Ça se trouve très peu. Sur le dernier mois, on en a acheté 10. Vous m'accorderez quand même que, compte tenu de l'actualité, nous aurions tout de même pu en trouver plus. Dites-moi, ceux qui vous les ont ramenés, ils ont gagné plus d'argent qu'en allant les rapporter à la banque? Bien entendu. D'accord, très bien. Donc vous n'avez pas blanchi de l'argent. Vous ne pouvez pas avoir blanchi de l'argent sale sans le savoir. Mais nous avons pris leur identité. Ah, réellement? Ah, bien sûr. Sur un billet? Ben, sur l'identité, je vous ramène un pascal de... Mais là, c'est juridiquement du commerce d'objets de collection. On doit évidemment prendre l'identité des gens qui nous vendent un objet de collection, bien sûr. Nicolas Bouzou, je veux dire, les ordres de grandeur là dont on parle, vous savez, on est tout de suite dépassé, parce qu'on a l'impression qu'on parle de toute la richesse de la France, de toute éternité. Alors, voilà, comment vous appréhendez ça, 1 milliard de francs qui disparaissent dans la nature pour les causes qu'on vient de d'expliquer? On est bien sûr sur des ordres de grandeur assez faibles. Je dirais que là, on est au bout un petit peu anecdotique d'un processus qui a commencé finalement au début des années 90, quand beaucoup de pays ont voté le traité de Maastricht, et qui véritablement a pris de la consistance pour les citoyens en 2002, quand on a commencé à échanger des euros. Et c'est à partir de là, d'ailleurs, qu'est née véritablement la polémique sur l'utilité ou non de l'euro. Et puis après, éventuellement, les effets inflationnistes, on en reparlera de l'euro. Mais aujourd'hui, véritablement, non. On est sur un ordre de grandeur anecdotique. Et en tout cas, ça ne changera rien à l'économie française. Enfin, cette disparition des pascals ne changera rien à l'économie française, bien entendu. Pourquoi on commence par le 500 francs? Je veux dire, on ne commence pas par le 500 francs. Qu'est-ce qu'on peut faire l'histoire des billets qui ont disparu? Parce que là, j'ai toute une liste. Le Debussy, le Delacroix, 100 francs, le Montesquieu, 200, les Pierre et Marie Curie, qui est un autre billet de 500 francs qui avait été édité. Tout ça, ça devrait disparaître d'ici 2012. Donc comment se fait, si je puis dire, la déchéance de ces billets de banque? Alors, les instituts d'émission ont, selon les pays, des politiques très différentes. Aux États-Unis, par exemple, non seulement les billets sont toujours valides et peuvent être échangés contre des billets nouveaux, mais tous les billets fabriqués depuis 1928 sont utilisables pour payer dans le commerce. Et d'ailleurs, si vous regardez les billets de 1928 en dollars, finalement, ils ont tout à fait le même aspect, les mêmes symboles, les mêmes personnages, et grosso modo, les mêmes couleurs et la même taille. On peut toujours les utiliser pour payer. Donc ça, c'est la doctrine extrême. Un billet ne change pratiquement pas de modèle, sauf pour les nouvelles techniques de lutte contre la falsification. Et en réalité, tout continue. Bien sûr, l'Institut monétaire récupère les billets trop abîmés
et les remplace par des nouveaux, mais on peut toujours juridiquement payer. Deuxième attitude, qui est une attitude moyenne, entre guillemets, celle des Allemands. Vous pouvez vous faire rembourser tous les Deutschmark qui ont été imprimés depuis la création de la Bundesbank en 1948. Mais vous ne pouvez plus payer avec les modèles anciens. Mais vous pouvez toujours les faire rembourser. Et puis il y a la France, où le fait du prince a décidé qu'on allait mettre une limite et qu'au bout d'un certain temps, on ne pourrait plus se faire rembourser les billets. C'est qui le prince? La Banque de France. Alors évidemment... C'est quoi, c'est le peu de pouvoir qui lui reste alors, si je comprends bien parce que... On va dire que c'est un pouvoir de nuisance dans ce cas-là. Parce qu'il est tout à fait clair que le milliard de francs qui va donc s'évaporer avec les Pascal, dans les caisses de la Banque de France, ça fait 1 milliard qui n'est pas à rembourser. Oui, c'est 1 milliard de plus en quelque sorte. Mais juste une chose, est-ce que le coût du milliard, on va l'appeler comme ça ce soir, il a été fréquent, on l'a fait plusieurs fois et dans des proportions du même type? Tout à fait. Lorsque les monnaies, les pièces ont été démonétisées, je crois me souvenir que dans cette année-là, dans le budget, il y a eu un plus de 4 milliards. Tout simplement parce que les pièces se perdent, elles, beaucoup plus facilement que les billets. Les gens y font beaucoup moins attention. Et à la fin du jeu, ça représente quand même des sommes tout à fait importantes. Alors il en restait 2 700 000 en circulation et seuls 200 000 apparemment ont été ramenés dans les banques. Le Pascal de 500 francs est donc mort officiellement et définitivement aujourd'hui à 15 heures. C'est l'équivalent d'1 milliard de francs qui disparaît ainsi dans la nature. Pas pour tout le monde, comme vient de nous l'expliquer Michel Prieur, car évidemment l'État va créditer cette somme sur ses comptes. Reportage Anne Poiret, Pierre-Yves Deheninck. Dernier jour et dernier retardataire devant cette succursale de la Banque de France. Jusqu'à ce soir, un billet de 500 francs, un Pascal, valait encore 76,22 €. Assez pour convaincre les plus nostalgiques de s'en défaire avant qu'il ne soit trop tard. Vous en avez changé combien? 2. Vous en restez 2? Oui. Ma femme qui avait mis ça en réserve. Au cas où? Eh oui. Un 500 francs, c'était un gros billet déjà. Il représentait énormément. C'était une semaine de courses où on était tranquille, on allait au cinéma et ça durait longtemps, quoi. Donc voilà. Aujourd'hui, c'est fini. Aujourd'hui, c'est fini. Comme on m'a dit que demain, il avait plus de valeur, et ben, autant aller le récupérer pour être heureux. Excellente journée. Merci. Reste que tous les billets n'ont pas été rendus. Loin de là. Hier, le caissier général de la Banque de France faisait ses comptes. Sur les 2 700 000 billets de 500 francs encore en circulation en novembre, seuls 200 000 ont été rapportés. Vous aurez vraisemblablement 2 500 000 billets qui seront demain encore en circulation, après la date limite de remboursement des billets. Donc c'est un taux de retour très faible. Non, ça fait un nombre de billets important, si vous voulez, mais par rapport au moment où la circulation était maximum, ça ne représente que 1% du total de cette circulation. Bon, vous voyez, c'est quand même un montant relativement faible. 1% des billets au moment où la circulation du 500 francs était maximum. Okay. 2,5 millions de billets, soit près de 190 millions d'euros, tout de même. Alors qu'est devenu cet argent ? Pour ce notaire, pas de doute, inventaire et succession vont regorger de ces liasses de billets. Ils étaient trop bien cachés. Ils étaient trop bien cachés, ou quelquefois pas si bien cachés que ça. Ils étaient entre une pile de draps, où je vous dis, moi j'en ai vu dans une espèce de petite bourse en tissu, sous le matelas, tout simplement. Et donc on peut considérer que on retrouvera encore beaucoup de billets. On en trouve aussi également quand on fait une ouverture de coffre à la suite d'une succession. On va dans une banque, le défunt était locataire d'un compartiment de coffre-fort, et dans ce coffre-fort on trouve toutes sortes de choses. On trouve des titres de propriété, on trouve de l'argenterie, on trouve quelques bijoux, des bijoux de famille, et puis aussi des billets de banque. Et très souvent on trouvait des billets de 500 francs. Maintenant, effectivement, ces billets n'ont plus cours, c'est de l'argent perdu, quoi. Pas perdu pour tout le monde, car pour quelques milliers de collectionneurs, chaque billet de 500 francs, chaque Pascal, aura son prix. De 10 € pour le plus banal, à près de 800 pour les plus rares.
un billet, vous savez. Donc ça se regarde. La première chose, donc, c'est le regarder pour voir le filigrane, pour voir justement si on ne peut pas détecter un défaut ou quelque chose de faux. Ensuite, c'est ce qu'on appelle le craquant. Les billets de la Banque de France avaient un craquant très particulier. Alors, il faut faire attention parce que les billets sont fragiles, mais donc il avait un bruit. Ensuite, quand le billet sortait de la Banque de France, l'encre avait une odeur. On dit l'argent n'a pas d'odeur, bah voilà la preuve contraire. Et donc ce billet se regarde, se sent et se touche. Et c'est ça qui va faire son prix auprès des collectionneurs. Alors, ce qui va faire plus l'odeur, parce qu'il l'a perdu, mais ce qui va faire en effet son prix, sa valeur, c'est son état de conservation et c'est l'époque où il a été émis. Restent encore les Montesquieu, les Delacroix et tous les francs plus récents comme le Saint-Exupéry qui seront, eux, retirés de la circulation d'ici 2012. Alors on a une première question de téléspectateur très amusante et à mon avis un peu ironique. Pourquoi l'État n'a-t-il fait aucune campagne de communication sur la fin de la convertibilité du billet de 500 francs? Vous avez peut-être une idée, Michel Prieur? Je me garderais bien d'en avoir une. Non mais c'est vraiment pour se les foutre dans la poche, c'est quand même pas très correct, non? On ne peut pas imaginer des choses pareilles. Mais il faut quand même reconnaître que cui bono, à qui cela profite-t-il? Ça profite à l'État. Ça vous choque? Oui. Franchement, oui. Surtout comparé aux Allemands et aux pays qui remboursent sans limite. André Ronde? Bon, disons que c'est une vieille tradition dans tous les régimes et dans tous les États, à l'occasion de démonétisation, d'essayer de tirer profit de cette démonétisation. Là, c'est très modeste. Alors, est-ce que vous pouvez, parce que je pense quand même, Nicolas Bouzou, que l'idée aura peut-être heurté un certain nombre de téléspectateurs. C'est voilà de l'argent qui a disparu et en fait, il se retrouve crédité à un moment ou à un autre sur les comptes de l'État. Voilà. Donc, je sais pas, alors vous prenez l'image que vous voulez, le gâteau, la part de tarte, enfin... Écoutez... Bon, mais expliquez-nous ça, juste pour qu'on ait l'air de trouver ça normal. Non, en tant qu'économiste, j'aurais presque envie de vous dire que tout ce qui concourt aujourd'hui à faire affluer des recettes vers l'État est plutôt bon, parce que l'État manque d'argent et parce que l'État a besoin de revenus aujourd'hui. Mais enfin, non, bien sûr, évidemment, il est tout à fait anormal que l'État se retrouve avec cet argent qui soit crédité. Mais là, je crois que le point de vue de l'économiste et le point de vue moraliste peuvent diverger. Non, mais ça va pas, donc ça va passer comme une lettre à la poste, et puis voilà. Je crois que vous savez, il y a des choses bien pires, à mon avis, qui passent comme une lettre à la poste. J'en viens aussi, de temps en temps, ça avec beaucoup de philosophie. J'arrive à faire pleurer sur notre milliard, là, qui a disparu. Non, mais bon, c'est vrai que c'est un peu scandaleux, mais en même temps, bon, qu'est-ce que vous voulez y faire? Puis de toute façon, ils vont sortir que petit à petit, ces billets. Donc il va y avoir une manifestation des gens qui ont des paquets de billets, parce que ça va sortir d'année en année. Moi, j'ai connu des pièces du siècle dernier qu'on trouvait dans des trous dans les maisons à la campagne quand on refaisait des plats. Donc, on les met de côté, puis voilà. Mais quand même, 1 milliard, c'est 1 milliard, c'est beaucoup. Pardonnez-moi, j'ai l'air d'insister sur les... Oui, enfin, 150, alors je vous dis 150 millions d'euros, c'est beaucoup, c'est pas rien. Enfin, ça ne vous fait aucun effet. Bon. À côté du déficit de l'État, ça c'est sûr que c'est... Voilà. Oui, là on n'est pas du tout sur les mêmes ordres de grandeur, tout à fait. Voilà, il faut peut-être alors du coup faire un petit peu non pas d'histoire de la monnaie, mais rappeler ce que c'est que la monnaie, parce qu'on va parler d'histoire dans un instant. Finalement, c'est quoi la monnaie? La monnaie, c'est ce qui nous sert à échanger des biens et des services. C'est un moyen d'échange. Ce qu'il faut savoir, c'est que la monnaie a quasiment toujours existé. Depuis que l'homme existe, depuis qu'il échange, la monnaie a toujours existé. Pas sous la forme actuelle. Depuis des millénaires, la monnaie, ça a été l'or. Parce que l'or est rare en soi, donc l'or a une valeur, et donc on peut utiliser l'or comme moyen d'échange. Et en fait, d'ailleurs, l'or a été la monnaie, disons, pas forcément d'échange, mais au moins de référence. De référence. Jusqu'aux années 70. Donc c'est extrêmement récent. Et le fait que nos monnaies ne soient plus rattachées à l'or et qu'il s'agisse en fait de monnaies basées sur la confiance, d'où l'importance des banques centrales et des politiques monétaires, eh bien c'est quelque chose d'extrêmement récent. Mais la monnaie a émergé, si vous voulez, spontanément pour aider les hommes à échanger. La monnaie, c'est pas l'État, on n'a pas un État un jour qui s'est dit tiens chouette, je vais créer une monnaie parce que ça va être drôlement pratique. Pas du tout. C'est quelque chose qui a émergé spontanément et là où on supprime la monnaie réapparaît. Excusez-moi de prendre un exemple très extrême, mais le cas des camps de concentration est très intéressant. Dans les camps de concentration, il y avait des échanges. Eh bien, les gens avaient recréé une monnaie, les cigarettes, pour pouvoir réaliser des échanges entre eux. Partout, la monnaie est indispensable à l'échange et elle réémerge partout. On a besoin, quoi qu'il arrive, d'un support d'échange. Exactement. Je comprends ce que vous venez de nous dire. Tout à fait, parce que si on n'avait pas la monnaie, si demain je veux vendre mon livre, eh bien, il faut que vous acceptiez mon livre. Alors qu'avec la monnaie,
vous me donnez de la monnaie et puis moi je vais voir la personne qui a le produit dont j'ai besoin. Puisque l'or n'est plus la référence absolue, parce que on vit aussi avec l'idée en permanence que voilà, ces papiers, ce petit papier qu'avait dans la main il y a quelques instants le numismate Laurent Schmitt, c'est pas voilà, ça a une valeur. Donc quelle est la contrepartie, si je puis dire aujourd'hui, quand on fait fonctionner une planche à billets, est-ce qu'il y a une valeur réelle? Parce que de temps à autre on se pose la question, ça les fait rire. Mais... Non mais il y a quand même, alors il y a comme on dit que l'or n'est plus au centre du tout. Non mais je veux dire, ça m'inquiète. Je vous ai dit que l'or n'était plus au centre du système monétaire international. Il y a de l'or dans les coffres des banques centrales, dans les réserves des banques centrales. On ne sait pas très exactement dans les réserves des banques centrales. Il n'y a pas l'équivalent de tout ce que nous on émet en permanence. Vous avez confiance dans la Banque centrale européenne et justement. Mais c'est bidon. Mais non, c'est pas bidon. Non, c'est pas bidon du tout parce que la Banque centrale européenne, justement, son mandat grosso modo, c'est de pas émettre trop de billets pour que votre billet il ait de la valeur. Parce que votre billet il a de la valeur si la Banque centrale européenne n'en émet pas trop. Si demain la Banque centrale européenne double le nombre de billets, on sera tous très contents le premier jour. Le lendemain, tous les prix auront doublé, ce qu'on appelle l'inflation. Et donc, bien évidemment, voilà. Donc, tout repose sur la crédibilité des banques centrales. La Banque centrale, c'est l'institution qui émet la monnaie et il faut lui faire confiance et il faut qu'elle soit crédible. Mais vous vous rendez compte, à qui on dirait, enfin, dans quelle autre circonstance on dirait il faut faire confiance? Mais c'est ça qui est merveilleux, c'est qu'une société est bâtie sur la confiance et qu'après, et c'est ça qui est grandiose dans les sociétés, c'est qu'elles sont bâties sur la confiance. Et quand il n'y a plus confiance, c'est la base de toute escroquerie, la confiance. Mais il n'y a pas d'escroquerie sans confiance initiale. C'est pour ça qu'on essaye que la Banque européenne, effectivement, soit sérieuse et qu'il y a des débats pour savoir si elle doit privilégier l'inflation ou l'emploi. C'est-à-dire, il y a tous ces sujets. Mais bien sûr que la société est bâtie sur la confiance. Sinon, quand on vous paye avec un billet, le type pourrait dire ça vaut rien. Ça vaut quelque chose parce qu'il rentre dans un magasin, on lui reprend et donc il achète quelque chose. Et donc tout le monde fait circuler de la confiance. S'il n'y a plus de confiance, l'économie s'effondre, l'État s'effondre. L'Argentine, il y a quelques années, est passé au l'Argentine. Alors là, vous me faites un très joli couplet harmonieux et donc une chorale autour de la confiance. Sauf que depuis 5 minutes, il y a Michel Prieur qui a un petit rire sardonique dans son coin. Donc il va peut-être nous dire quelque chose qui n'est pas du... Deux petites précisions. D'abord sur l'apparition de la monnaie. Oui. La monnaie apparaît à un moment très précis qui est le 7e siècle avant Jésus-Christ, à un endroit très précis qui est l'Asie mineure, qui est peuplée de Grecs à l'époque. Et ce qui est extrêmement intéressant, c'est qu'on voit apparaître la monnaie avec deux idées fondamentales, la démocratie, l'idée de démocratie, et surtout l'idée d'individu. Parce qu'il y a des civilisations qui n'ont jamais eu de monnaie, alors que leur niveau de développement technique, intellectuel, était extrêmement élevé. Ce sont les théocraties. C'est-à-dire, ce sont toutes les sociétés où le pouvoir est détenu par un dieu. L'Égypte pharaonique, Pharaon est Dieu. Oui, on échange comment? Sous l'emprise et sous l'empire de Pharaon. Alors, c'est un système qu'on pourrait appeler le troc triangulaire. C'est-à-dire que tout fonctionne à partir d'éléments de référence, qui peuvent être le lingot de cuivre, le mouton X. Et les estimations des choses sont faites par rapport à ces prix de référence. Mais en réalité, tout appartient, dans une théocratie, tout appartient à Dieu, qui est dans la grande maison, c'est le nom de Pharaon, et il ne fait que transmettre la capacité d'utiliser. Donc, excusez-moi, pour faire un petit point de correspondance, Dieu aujourd'hui s'appelle la Banque de France, devenue la Banque Centrale Européenne. Non, justement, parce qu'il y a cette apparition de ces deux idées essentielles. D'abord, l'idée d'individu. Qu'est-ce que c'est l'idée d'individu? C'est grosso modo qu'on est soi-même et non pas X, fils de Y, fils de Z, de la tribu, quelque chose. Et qu'on a des besoins individuels. Donc. Que l'on a le droit de penser à ses besoins, à conserver la valeur que l'on a gagnée pour soi-même et non pour le clan. Très bien. Et ça apparaît simultanément. On voit également apparaître l'idée de démocratie au même moment. Il y a également, sur le plan des représentations visuelles, des changements qui sont radicaux. On passe de représentations qui sont figées. Dans les tombeaux égyptiens, vous voyez toujours le paysan qui est représenté exactement de la même manière, de profil. Ce n'est pas tel paysan, c'est l'idée de paysan. Alors que quand vous regardez un vase grec, d'abord, vous pouvez reconnaître un visage. Ensuite, la représentation est faite par rapport au spectateur, ce qui est complètement nouveau. Et on voit donc à ce moment-là apparaître toutes ces idées et on voit apparaître la monnaie. Pourquoi l'or? Il y a une raison très simple. L'or est un métal indestructible. Il ne s'oxyde pas, il ne se corrompt pas, il peut s'enterrer, fondamental.
Et on a un contre-exemple. Vous voulez dire qu'il peut s'intéresser. On peut le mettre sous un tas de terre très longtemps, on le retrouvera. Exactement. Enfin, et il y a un contre-exemple qui est absolument fabuleux, c'est la ville de Sparte, qui est une espèce de communisme primitif extrêmement dur, où les monnaies existent, elles sont en fer. Elles sont en fer, c'est-à-dire que si vous les enterrez, elles rouillent. Et ça a été conçu pour cela. Oui. Et donc, on voit très bien cette opposition entre une personne individuelle ayant des droits politiques par le biais du vote, ayant des droits économiques par le fait de pouvoir garder pour elle ce qu'elle a produit, et la monnaie, c'est ça. Je reviens à ma question initiale qui était quelle est la contre-valeur des billets qui circulent aujourd'hui dans un grand pays européen? Là, je suis tout à fait d'accord, la confiance, uniquement. La confiance dans le système et dans le fait que le système va tenir. Et la rareté, parce que je reviens à ce qu'on disait, si l'or a émergé comme monnaie, certes c'est parce qu'il pouvait s'enterrer, parce qu'il était indestructible, mais aussi parce qu'il était rare. Il faut qu'une monnaie soit suffisamment rare pour qu'elle ait une valeur et pour qu'elle puisse servir de moyen d'échange. C'est vrai aujourd'hui. Il faut que l'euro soit émis en quantité suffisamment faible pour qu'il ait une valeur. Si on se met à émettre des euros comme ça, il va perdre de la valeur. Je vais faire le lien avec un problème d'actualité, vous allez comprendre tout de suite. Aujourd'hui, quand j'entends des hommes politiques, des grands candidats à l'élection présidentielle dire qu'il faut mettre quasiment un terme à l'indépendance de la Banque centrale pour que les hommes politiques puissent émettre autant de billets et autant de monnaie qu'ils le veulent, ça me met hors de moi. Et ça met tous les économistes hors d'eux parce que ça ne marche pas. Une banque centrale, elle doit émettre suffisamment peu de monnaie pour que cette monnaie ait de la valeur. Et pour ça, j'en suis désolé, les hommes politiques ont des qualités, mais ils sont ce qu'ils sont, vaut mieux pas les mettre sous la coupe des hommes politiques. Vous voulez dire qu'il y a de la démagogie à vouloir faire croire qu'on a perdu un pouvoir qui de fait ne serait pas utilisé même si on l'avait encore entre les mains. Mais écoutez, bien entendu, quand l'or était la seule monnaie, on n'avait pas un homme politique qui nous disait « Chouette, je vais relancer l'économie de Rome, tiens, on va fabriquer de l'or ». C'est pas possible, ça n'est pas possible. André Ronde. La France a mis plus d'un siècle à accepter le papier-monnaie. C'est Colbert, le premier, en 1674, qui essaye de faire un papier qu'on pourrait échanger contre des... Ça ne marche pas. Ensuite, il y a la fameuse expérience de la banque Law en 1720 et de sa grande faillite. Il faut attendre les premiers billets de Napoléon Ier en 1803, basés sur le franc germinal, qui est un franc qui donne confiance après la période révolutionnaire, et on a confiance dans un régime fort, qui est le régime de Bonaparte, pour enfin on ait des billets que l'on accepte comme on accepterait des pièces de franc. Oui. Il faut préciser que l'introduction du billet en France a été en réalité faite en plusieurs vagues qui étaient les phases de crise. C'est-à-dire qu'on voit il y a un mouvement double. La Banque de France fabrique des billets avec des valeurs faciales de plus en plus petites. Et d'autre part, il en fabrique de plus en plus chaque fois qu'il y a une crise. Révolution, la guerre de 70, etc. Pourquoi? Parce que les gens thésaurisent le franc or. Ils l'enterrent. Et il n'y a carrément plus assez d'outils monétaires pour payer. Et donc, on fournit des billets en échange jusqu'au moment où, 2 août 14, la circulation des pièces d'or est interdite. Et on doit ramener son or à la Banque de France. Beaucoup de gens l'ont fait, d'autres ont oublié. Mais à partir de ce moment-là, on n'est plus que sur le système du papier. Et on va en voir les conséquences au niveau inflation, c'est très simple. En 1914, un salaire SMIC par jour pour un ouvrier, c'est 5 francs. C'est une pièce d'argent qui pèse 25 grammes, c'est une belle pièce. Ce sont des anciens francs. Qu'est-ce que c'est aujourd'hui? 5 centimes. Ou 1 centime d'euro si je fais une conversion rapide. C'est-à-dire que le pouvoir d'achat qui permettait à un ouvrier de se loger, de manger, de vivre en 1914, s'est retrouvé à être une pièce tellement petite que personne ne se penche pour la ramasser quand il en voit une sur un trottoir. Ça, c'est l'inflation. Un exemple encore, juste en un mot, très spectaculaire que tout le monde a en tête. On a tous vu chez nos grands-parents des timbres allemands qui valaient 1 milliard de Deutschmark. Pourquoi? Je n'ai pas vu de timbre allemand qui valait 1 milliard de Deutschmark à la maison. On les a brûlés en 1945. Pourquoi beaucoup d'entre nous l'ont vu ici. Pourquoi est-ce qu'on avait beaucoup de timbres 1 milliard de Deutschmark? Justement parce que, on émettait énormément de billets et parce que plus rien ne valait rien. Et donc les timbres valaient 1 milliard de Deutschmark. Alors donc on a gentiment glissé vers plus rien ne valait rien. Juste une chose, quand une économie va bien, elle crée ce qu'on appelle de la richesse.
est-ce que cette richesse a une contre-valeur en monnaie, je veux dire effective? Enfin, vous comprenez ce que je veux dire? Voilà. Oui. En monnaie billet ou en monnaie virtuelle bancaire. La monnaie, c'est pas que des billets, c'est aussi des tirages bancaires. Hein, donc, oui, on peut dire ça. Oui, bien entendu, bien entendu. C'est le rôle d'ailleurs des banques centrales, qui, je le répète, donc sont les institutions qui émettent la monnaie. C'est le rôle des banques centrales d'émettre de la monnaie à un rythme, disons, qui corresponde à peu près à l'activité économique. C'est le à peu près qui me gêne dans ce que vous venez de vous dire. Parce qu'on a quand même une partie de notre campagne présidentielle, on a débattu sur ce qu'était, et on va en reparler dans un instant, pardonnez-moi, avec l'inflation liée à l'euro. Voilà, c'est créer de la richesse. Est-ce que les Français se sont enrichis ces 50 dernières années? On a fini l'année avec des SDF dans les rues et des tentes. On a un débat permanent dans la société française autour de notre enrichissement ou non, collectif ou pas, et réparti. Comment? Quelque chose au clair. C'est pas la monnaie qui crée la richesse d'une nation. Ce qui crée la richesse d'une nation, c'est le fait qu'il y a des gens qui travaillent, qui épargnent, qui investissent, et c'est ça qui fait la croissance économique. La monnaie, c'est un moyen d'échange, mais ça n'est rien d'autre. Ça facilite les transactions. Mais si demain, je vous l'ai dit, on a plus de billets, on ne sera pas plus riche. Alors, avant de découvrir notre prochain reportage, je voudrais juste vous poser une question. Et je vais la demander au sociologue Jean Viard. Est-ce que vous imaginez la disparition de la monnaie numérique? Non. Mais moi, je pense ce qu'il faut bien voir, c'est que la monnaie, c'est très lié à la liberté. Mais ne me répondez pas en me disant qu'il restera des cartes de crédit ou des monnaies ou des machins. Est-ce que vous pensez que le support physique, il peut disparaître? Non, je pense pas, non. Je pense pas. Je pense que c'est un très bon outil. Et donc, la monnaie, c'est pas un billet, c'est ça qui est fondamental. C'est uniquement un droit de tirage en permanence qui circule, parce que la monnaie, elle crée... C'est donc une contre-valeur symbolique permanente. Oui, tout à fait. Mais c'est pour ça que la notion de confiance est fondamentale, et qu'il ne faut pas dire que nos sociétés ne sont pas bâties sur la confiance. Ça ne serait pas vrai, malgré tous leurs défauts. C'est pas un discours à l'eau de rose de dire que la société est bâtie en partie sur la confiance. Vous vouliez ajouter quelque chose sur la disparition du support? Enfin, ça, alors, je ne pense pas ça. J'imagine mal un numismate me dire. Non, mais je reprendrai l'exemple. Il pourrait collectionner les cartes bancaires. Lorsqu'on se trouve dans des situations où la monnaie disparaît par contrainte, elle réapparaît sous d'autres formes. C'est-à-dire l'outil d'échange réapparaît sous d'autres formes. Et d'autre part, la monnaie en tant que support de la valeur est dans la conscience des gens quelque chose d'extrêmement important parce que ça porte les symboles qui sont communs à tout un groupe politique, enfin tout un groupe national ou autre, et dans lequel ils se reconnaissent. Et l'analyse des symboles portés sur les billets est passionnante parce qu'elle décrit parfaitement les mentalités collectives des gens qui les utilisent. Parce que c'est un objet identitaire, la monnaie. On l'a bien vu avec le départ du franc. C'est-à-dire qu'à un moment, on appartient au territoire qui reconnaît cette monnaie. C'est pour ça que toute cette notion de confiance est importante et tout. C'est pour ça aussi, quand on change de monnaie, on se pose des questions identitaires, d'hésitation identitaire. Et bien justement, nous allons parler euro maintenant. Les Français restent convaincus que les prix n'ont cessé d'augmenter avec l'arrivée de la monnaie européenne. Le chiffre officiel est de 3,6% sur 2 ans, selon l'INSEE. On est loin de pouvoir parler, en tout cas, de décrochage, mais quand même. Alors explication, l'alimentation a vraiment augmenté, mais l'électronique a largement baissé. Le tout est donc d'essayer de faire une moyenne. Mais elle n'est pas la même pour tout le monde en fonction de ses habitudes de vie. Reportage, Laurent Di, Fabrice Launay. 5 ans après, lorsqu'on interroge les Français sur le passage à l'euro, l'impression qui domine chez eux, c'est un sérieux effet à la hausse sur les prix. Ah oui, non, mais ça a augmenté dans tout, en fait. Comment vous pouvez en être sûr? Pour le même chariot, qui est approximativement toujours pareil, je paye 20 à 30% plus cher. Donc voilà, sur la note, ça s'en ressent. Ça s'est vu dans le porte-monnaie, oui. La meilleure preuve, c'est que sur ce sujet, tout le monde a une histoire à raconter. Un petit exemple comme ça, le 31 décembre de l'année dont je ne me souviens plus, un café coûtait 5 francs. Le lendemain, le 1er janvier, coûtait 1 euro. 1 euro, 6 francs 65. Une sucette, à l'époque, quand vous allez à la boulangerie, vous la payez 50 centimes en francs, et maintenant vous la payez 50 centimes en euros. Ce n'est pas la réalité des chiffres, dit-on à l'INSEE. Il n'y a pas eu, selon les statistiques, de brutale augmentation des prix en 2002. Pour les chercheurs, il y a par contre bien eu un effet psychologique dû à une perte de repères, une impression qui s'aggrave avec le temps. Plus on s'éloigne de 2002, plus les repères que les gens ont en tête sont anciens. Donc quand on pense en francs, on pense avec des prix de 2001 en francs. Donc ça fait quand même 6 ans. Et donc on a une impression de hausse des prix importante, alors qu'en fait il s'est quand même passé 6 ans et qu'en rythme annuel, par exemple, cette évolution n'est peut-être pas si considérable que ça.
Le thème de la baisse du pouvoir d'achat est pourtant très à la mode. Il s'est même invité dans la campagne présidentielle. Alors à l'INSEE, on a décidé de lancer un nouvel outil. Avec ce site internet mis en ligne hier, chacun pourra dorénavant calculer la hausse ou la baisse de son pouvoir d'achat personnel en fonction de sa propre consommation. Une courbe qui pourrait être comparée avec les chiffres officiels de l'inflation, 1,9% par an depuis l'arrivée de l'euro. Une moyenne évidemment qui cache des disparités. Il y a des groupes de produits qui tirent l'indice global à la hausse, c'est l'alimentaire, c'est les services. Il y a d'autres produits qui tirent l'indice global à la baisse, donc ce sont plutôt les produits industriels, le textile, les produits manufacturés, les appareils ménagers, etc. Donc au total, l'indice des prix est une moyenne de toutes ces évolutions. Son évolution est relativement modérée, mais ça n'empêche pas qu'il y a de fortes hausses au sein de différentes familles de produits. Ces fortes hausses, l'UFC Que Choisir les a détectées. Au moment du passage à l'euro, l'association avait renforcé ses contrôles, notamment pour les produits de très grande consommation. On a fait plusieurs relevés avant, pendant et à la sortie de l'euro. Et la première conclusion a été assez musclée, puisqu'on s'est très vite rendu compte qu'au bout des 2 premières années du passage à l'euro, premier bilan, plus 8,2% d'augmentation sur notre panier de référence de la ménagère. Alors il y a eu 2 vagues de hausse de prix qui sont très claires dans notre relevé. Été 2001, anticipation de la hausse des prix, enfin, du gel des prix, donc une hausse première et musclée qui passe à l'été 2001. Fin du gel des prix, 1er avril 2002. Tout le monde se rattrape. Les grandes surfaces auront donc été les mauvais élèves de la période. Un secteur qui ne représente que 20% de la consommation totale, mais qui a contribué bien au-delà à l'impression que les prix dans l'ensemble avaient décroché. Alors, 121,94 €. Ce sont des dépenses fréquentes, récurrentes, hebdomadaires. C'est les courses qu'on fait dans le caddie, en supermarché ou en hypermarché le week-end. Donc forcément, c'est des dépenses qui reviennent souvent. Donc nous, dans notre portefeuille, on voit que le prix de nos produits habituels, il a flambé. Et cela marque d'autant plus les esprits que ces produits n'ont pas vraiment connu de baisse des prix. Tout au plus sont-ils revenus à une inflation conforme à la moyenne. Alors, la vérité sur les prix, on va y revenir dans un instant avec vous. Jean Viard, auparavant, on avait une question référente à la première partie de notre émission qui était la suivante, question de téléspectateurs. La disparition de cet argent, donc notre bon gros milliard, a-t-elle une influence sur l'inflation? Nicolas Bouzou. Non, alors c'est vrai qu'en général, quand on a une disparition d'une grosse somme de monnaie, ça tend plutôt à tirer les prix vers le bas. Mais là, on n'est pas sur des ordres de grandeur suffisamment importants pour que véritablement on voit quelque chose sur l'indice de prix. Non, non. On revient à la vérité des prix avec vous, Jean Viard. Vous venez donc de publier un livre sur, c'est le titre, hein, du franc à l'euro, enfin le sous-titre, la vérité des prix. Pourquoi ça vous est venu à l'idée? Parce que nous, on a fait une quantité d'émissions sur l'euro hallucinante, et c'était d'une violence autour, autour de est-ce que ça a augmenté de prix ou pas, comment, voilà. Et il y avait surtout, pardonnez-moi, un décalage incroyable entre ce qu'on est fait. Les Français semblent nous dire encore dans ce reportage, voilà, chacun a une histoire à raconter, et les économistes, entre guillemets, traditionnels, qui nous expliquaient que ça changeait pas, que l'inflation n'était presque rien. C'est pour ça que je me suis mis dans cette galère, parce que moi je suis pas un spécialiste des finances. Non. Moi je suis sociologue. Alors effectivement, je vois d'un côté l'INSEE qui dit il n'y a pas de changement, et puis les gens qui disent exactement c'est pas vrai. Je me dis c'est pas normal dans une société qu'on ait plus confiance dans les indices, ça nous renvoie sur la confiance. Et puis même dans les experts qui disent que ça bouge pas. Donc qu'est-ce qu'on a fait? D'une part, on s'est amusé à prendre une centaine de prix sur la journée pour se rendre compte, en faisant des comparaisons, en reprenant tout ce qui avait été publié dans les journaux, en allant vérifier sur le terrain certaines choses, pour se rendre compte ce qui avait beaucoup augmenté. Alors, le livre est fait avec des petits dessins, c'est un petit peu une BD pour qu'on discute, en regardant le café augmenté autant, etc., la télé a baissé, etc. Puis derrière, on a demandé au patron du Crédoc, Robert Rochefort, et puis on a pris un texte de Piketty sur le revenu, pour avoir 2 analyses, on va dire, d'experts légitimes, pour voir. Puis j'ai essayé de faire une analyse, puisque moi je suis sociologue, mais j'ai un peu fait d'économie dans ma jeunesse, donc voilà ce que ça donne. Au fond, qu'est-ce que ça donne? Ça donne une chose simple, j'allais dire, l'INSEE a raison. C'est-à-dire qu'avec son outil, l'INSEE n'est pas des truands. Je veux dire, ils font les indices, c'est toujours les mêmes, ils les comparent depuis 90 ans, etc. Ils vont pas le macouiller. C'est vrai. Et en même temps, les gens n'ont pas tort. Les gens n'ont pas tort sur quoi? Sur le fait que plein de petits prix, il y a eu des effets d'aubaine sur des petits prix. C'est vrai. Il y a beaucoup des choses produites en France qui augmentent plus vite que ce qui est importé. Donc le café, des tas de choses comme ça. Et donc du coup, ce qu'on consomme tous les jours, ça a beaucoup augmenté. Alors c'est vrai que la Jaguar a baissé de 6%, mais c'est pas d'un usage très courant. C'est vrai que l'écran plat a baissé de 80%, c'est-à-dire beaucoup de produits importés ont baissé. Non, mais c'est pour dire... Vous venez de tout dire en une phrase. Je voudrais vous arrêter là-dessus un instant. On mange du pain tous les jours. Exactement. On achète rarement un écran plat tous les jours. Voilà. Donc, pardonnez-moi, je voudrais dire ça sans démagogie.
quand on se permet de dire on a une perception d'inflation, comme à une époque on parlait de sentiment d'insécurité, c'est fondamentalement de mauvaise foi. Oui. Les Français, et notamment les Français les plus modestes, qui ont eu à remplir un panier, ils ont eu de plus en plus de mal à le remplir. Mais bien entendu, parce qu'on aurait dû construire un nouvel indice. Ça, je suis absolument d'accord. L'indice n'est pas faux, il est périmé. Et il est notamment périmé parce qu'il y a un bousculement des valeurs, en partie, je pense d'ailleurs, lié à la mondialisation, qui fait qu'il y a des choses qui ont baissé de 90%, d'autres qui ont augmenté extrêmement vite. Donc, il y a des tas d'objets. C'est vrai que le café a augmenté de 40%, plein de trucs qui ont augmenté très fort. Le jambon beurre, c'est terrible. Pourquoi jambon beurre? Je ne sais pas pourquoi il a pris 50%. Sandwich. Et effectivement, vous avez... Le sandwich jambon beurre, oui, ça fait partie des... Dans les chiffres qu'on a pris, alors, oui, non, mais plus bar, 50%. Dans les chiffres qu'on a repérés, nous, ou qu'on a retrouvés. Donc, c'est pour dire que si vous voulez, bien sûr qu'il y a des hausses, il y en a qui sont légitimes, il y en a qui le sont moins, et il y a des baisses. Alors, l'INSEE fait une moyenne. Alors c'est vrai que parce que l'indice de l'INSEE sert à mesurer la monnaie par rapport à d'autres monnaies. Donc effectivement, c'est aussi absurde que si vous dites dans une classe, il y a 20 petits, on prend la moyenne des notes, ça fait 10, ils passent tous. Évidemment que c'est idiot. Mais si c'est pour mesurer la classe par rapport à la classe d'à côté, ça a un certain sens. Bon. Et si effectivement après, on s'en sert pour négocier les pensions, le RMI, le SMIG, et alors qu'évidemment ces gens-là, ils n'achètent pas d'écran plat, et en fait l'essentiel de leur argent, c'est pour se loger, pour se nourrir, eux, il se trouve qu'en plus comme le logement a beaucoup augmenté pour des raisons qui ne sont pas liées à l'euro, qu'en plus il y a la hausse de l'essence qui n'est pas liée à l'euro, tout ça fait que le panier qu'on appelle le panier de la ménagère populaire, effectivement, il a beaucoup plus augmenté que l'indice de l'INSEE. Qu'est-ce qu'on sait sur des produits comme les vêtements, par exemple? Parce que les vêtements, c'est intéressant. C'est-à-dire qu'on se dit que ça peut augmenter, mais qu'en même temps, le t-shirt chinois, il vous fait baisser le prix de façon faramineuse. Mais il a sans doute pas autant baissé qu'il aurait pu, mais ce qu'on va dire aussi, c'est que c'est bien aussi une question politique. Vous prenez, il y a des pays scandinaves. Quand il a été question d'ouvrir le textile chinois, les syndicats ont calculé combien chaque famille allait gagner grâce à la baisse des prix. Ils avaient estimé ça au Danemark à 150 € par personne et par famille d'économie. Et donc, ils ont fait pression pour surveiller les prix dans la grande distribution. Et du coup, ils ont dit, oui, on est d'accord pour cette importation, même si ça perd des emplois. Et après, on se dit, qu'est-ce qu'on fait de ces salariés? Comment on les aide à se... En France, on ne fait jamais comme si on gagnait sur la mondialisation, puisque nous sommes, évidemment, la France perd tout le temps en ce moment. Donc, au lieu de dire, on va gagner là-dessus, comment on va surveiller les prix pour qu'il n'y ait pas d'effet d'aubaine de la grande distribution, etc. C'est bien là où c'est tout un... Le vêtement, c'est surprenant, il a relativement peu baissé, du moins d'après les chiffres. Et maintenant, la réponse de l'économiste au sociologue. Alors... Ce débat, il a existé dans tous les pays de la zone euro en 2002-2003. Ah bah vous nous rassurez, donc on n'est pas les seuls à avoir fait une crise. Non, je vais vous inquiéter. Ce débat aujourd'hui, il n'y a plus qu'en France qu'il existe encore. Pourquoi ? Parce que dans la zone euro, dans beaucoup de pays de la zone euro, le pouvoir d'achat, les salaires augmentent beaucoup. En Irlande, qui est déjà un pays plus riche que la France, je le rappelle au passage, en Irlande, le pouvoir d'achat progresse 4 fois plus vite qu'en France. En Irlande, je peux vous dire que le fait qu'il y a eu 6% d'augmentation en 2002 sur le prix du café, et ça n'intéresse plus personne. En France, comme on a de vrais problèmes de pouvoir d'achat, c'est un débat dont on parle. Et on a raison d'en parler. Maintenant, attendez, oui, mais quand on... Vous ne pouvez pas cacher l'autre partie de l'explication. Vous êtes en train de parler d'un constat parfaitement juste sur l'économie européenne pour aboutir à quelque chose. Le problème, c'est qu'on n'a pas eu confiance dans des gens qui nous disaient que, tout simplement, le coût de la vie n'augmentait pas alors qu'il augmentait et que tout le monde le voyait. Non, mais laissez-moi vous expliquer, vous allez comprendre. Après, il ne faut pas s'étonner que 50% du corps électoral ait envie de voter aux extrêmes. Vous allez voir, tout le monde va comprendre. L'indice des prix de l'INSEE, il n'est pas fait. On dit c'est une moyenne, mais c'est une moyenne en fonction de ce que consomment les ménages. En fonction de ce que consomment les ménages. On ne prend pas bêtement tous les prix des biens pour faire une moyenne. On prend... Par exemple, l'alimentation, c'est vrai que les prix de l'alimentation ont augmenté ces dernières années. L'alimentation, c'est 15% de la consommation des ménages. Et donc, dans l'indice des prix, eh bien, ça compte pour 15%. Alors, bien entendu, si vous êtes complètement végétarien et que vous n'achetez que des fruits et des légumes, dont les prix ont beaucoup augmenté ces derniers mois, vous avez une inflation qui est plus forte. Si vous avez beaucoup d'argent et si vous avez un chauffeur, un cuisinier, une femme de ménage, une remplaceuse et quelqu'un qui vient nettoyer votre piscine, vous avez une inflation... Vous avez une inflation extrêmement forte. En revanche, si vous êtes un dandy et que vous adorez acheter des costumes, le prix des costumes, grâce à la mondialisation, il baisse. Ce que je voudrais dire, attendez, autre chose, c'est que là, on est quand même... en train de nous démontrer qu'avec l'euro, les prix augmentent, mais qu'avec le yuan chinois, ils baissent. Non, oui, mais si. Si, grâce à la Chine... Ça vous plaît pas comme idée, mais c'est vrai. Alors, ça me plaît beaucoup que ça baisse grâce à la Chine, mais attendez, on parle de prix qui augmentent. Enfin, attendez, c'est pas... Je veux passer au yuan. Les prix de l'alimentation, c'est pas à cause de l'euro, c'est à cause du climat. Faut arrêter de prendre l'euro comme bouc émissaire. Maintenant, ce qui s'est passé sur les prix... Attendez, laissez-moi bien. Ce qui s'est passé sur les prix, en effet, ils ont augmenté.
entre 2001 et 2002. C'est un one-shot, pardonnez-moi pour l'anglicisme. Aujourd'hui, on n'a plus du tout une inflation ou vraiment très marginale. Alors je vois les gens hurler derrière leur poste de télévision, mais on est aussi là pour dire la réalité des chiffres. Je suis désolé, même si ça ne plaît pas, je suis pas là pour faire de la démagogie. Aujourd'hui, on n'a plus d'effet de la hausse de l'euro. L'inflation aujourd'hui, elle est dans la zone euro à peu près à 2%, exactement le même chiffre qu'avant. Vous venez de nous dire qu'il y avait tout simplement un problème de croissance dans ce pays. Mais exactement, et de pouvoir d'achat. Oui, Et pouvoir d'achat. Alors, Non, mais moi, Jean je crois Viard, que et puis on passe au troisième reportage. D'une part, ce qui est vrai, paradoxalement, ce qui vient d'être dit sur les revenus est vrai. C'est-à-dire, je pense que l'arrêt de la hausse des revenus fait qu'on est beaucoup plus sensible à la question des prix. Ça, c'est vrai. Sûr, oui. Mais ça n'enlève rien à la question des prix. La deuxième chose, effectivement, c'est que si vous voulez, il est absolument incontestable que les gens qui sentent le plus l'augmentation des prix sont les gens les plus... Celui qui, à la limite, consomme tous les biens et services, de l'écran plat, etc., il commande aussi, il prend aussi un petit café le matin. Bon, celui-là, en gros, l'indice de l'INSEE est son indice. Mais celui qui ne prend que la partie de la consommation, qui, j'allais dire, sur mon petit segment, disons tous les gens en dessous de 1 000 euros, ils en ont pris plein la gueule. Il faut dire les choses à un moment comme elles sont. C'est-à-dire celui en dessous de 1 000 euros qui a que son loyer, son café, etc. Et alors celui qui est au RMI à 400 et quelques euros, lui encore pisse. Et donc si vous voulez, le problème c'est qu'il faut, je crois, se dire comment on sort de ça. Donc je dis l'opinion publique quelque part, elle a raison, l'INSEE aussi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut qu'on construise des indices de niveau de consommation, y compris qui servent de base à la négociation, par exemple sur les pensions et sur les retraites. Parce que le vrai enjeu, c'est que l'indice, il sert après dans les négociations sur le SMIC. Alors c'est sûr que les gens ils disent ouais, t'es bien gentil, il y a ça. Juste un petit point. Il y a aussi qu'on vit mieux. Prenez le téléphone portable, prenez les objets de consommation. Il y a une explosion de ces charges. Et les gamins qui ont des portables, qu'on paye 20, 30, 40, 50 euros par mois d'abonnement tous les ans, dans la plupart des familles à ça, sauf, je ne parle pas des familles au RMI, mais beaucoup de familles françaises. Ça. Donc il y a toutes ces charges nouvelles. Le problème, c'est que ces innovations ont tiré la croissance. Mais comme les revenus n'ont pas suivi, ils n'ont pas tiré les revenus. Donc le décalage s'est accentué. Alors les vrais sacrifiés de l'euro ont été de toute évidence les Allemands. L'abandon du mark aura été un énorme sacrifice pour nos voisins d'outre-Rhin. Du coup, des monnaies locales sont apparues, comme par exemple le Berliner à Berlin. Ils permettent d'encourager le commerce de proximité en toute légalité. Et il existe aujourd'hui 21 monnaies locales parallèles en Allemagne. Reportage sur place, Romain Clément, Joël Lefebvre. Prenzlauer Berg. Un quartier de Berlin rendu attractif auprès de nombreux jeunes par son style de vie alternatif et sa tendance à voter écolo. Gunther Kor est l'un des 10 000 Berlinois à préférer payer dès qu'il le peut dans une autre monnaie qu'en euros. Je voudrais vous acheter quelque chose. Vous pouvez me rendre la monnaie en Berliner ? Le Berliner, une monnaie locale en circulation uniquement dans la capitale. Distribuée en coupures de 1, 5 ou 10, le principe est le suivant, 1 euro égale 1 Berliner. L'objectif, soutenir l'activité des petits commerçants. C'est un système idéal. Ça marche de la façon suivante. L'argent circule entre les gens mais reste dans le quartier. Il ne retourne pas à la banque. Il ne reste pas bloqué, gelé sur un compte. C'est un vrai échange de marchandises et de proximité. L'argent passe de la main d'un client à celle d'un commerçant, etc. Et le grand avantage, c'est que les banques n'en profitent pas parce que l'argent circule en permanence. Face aux enseignes de la grande distribution, aux super hypermarchés, certains commerçants voient cette paramonnaie comme un moyen de survie. C'est un véritable échange, un peu comme au Moyen-Âge. Tu me donnes du pain, je te l'échange contre des œufs. Mais au fur et à mesure que tout se mondialise, il n'y a plus de place pour cette forme d'échange local. Et c'est un véritable problème pour les petits commerçants comme moi. Même pour les biens de consommation alimentaire, les denrées font des milliers de kilomètres, de l'Irlande à l'Autriche ou des Philippines vers l'Afghanistan. Ici, nous avons mis en place une structure régionale qui met les gens en relation grâce à cette monnaie. À l'exemple de ce magasin biologique, déjà plus de 600 commerces et services affichent cette pancarte Berliner Willkommen, signe qu'ils acceptent d'être payés en Berliner. En plus d'acheter les biens de consommation courante, il est désormais possible de s'offrir un massage taille ou de régler certains avocats par ce biais. Pourquoi est-ce que vous utilisez cette monnaie ? Parce que je suis une patriote locale, je suis une berlinoise, j'habite à Prenzlauer Berg. Et c'est la solution pour que l'argent reste sur place, comme ça il ne fuit pas vers d'autres villes. Ce ne sont pas les grandes chaînes de distribution qui en profitent et l'argent ne file pas à la banque. Je veux que ce quartier continue à vivre et s'il vit, c'est grâce aux petits commerces. C'est une association très écolo qui a lancé le projet il y a 3 ans.
L'idée de base est de lutter contre l'usage spéculatif de l'argent. En clair, tous les 6 mois, le Berliner perd de sa valeur. Tout le monde est incité à consommer. Il devient inutile d'épargner. Et pour ceux qui voudraient échanger leur Berliner contre des euros, ils peuvent le faire, mais 5% sont prélevés pour financer des œuvres sociales. Je trouve ça vraiment formidable en tant que cliente de faire mes courses, d'avoir avec les Berliner le même pouvoir d'achat qu'avec l'euro. Et à côté de ça, de savoir que 3% sont prélevés au profit d'œuvres sociales. C'est-à-dire que sans perdre d'argent, je participe à des projets sociaux qui me tiennent à cœur. La Banque centrale allemande voit l'apparition de ces monnaies locales avec une certaine décontraction. Certes, elles sont parfaitement légales, mais n'ont qu'un impact psychologique, un romantisme social qui, face à l'euro, ne fait pas le poids. De notre point de vue, nous n'avons aucun problème, aucune opposition à l'égard des monnaies locales. Elles ont le droit d'exister et de se développer. Il faut toutefois ajouter que ces monnaies régionales n'ont pas le même but que l'euro. Elles n'ont qu'un petit impact sur l'économie locale. Bien sûr, si elles ont du succès, tant mieux. Ça soutient les commerces de proximité, l'activité d'un quartier, mais on en est certain, ça ne menacera jamais la prééminence de l'euro. Il existe en Allemagne 21 monnaies de ce type et l'idée continue de séduire. 30 autres sont actuellement en préparation. Alors, on a une question qui était l'utilisation du Berliner est-elle légale? La réponse est oui, hein, on l'a dit dans le reportage. Qu'est-ce que vous pensez de ça, vous l'économiste? Très honnêtement, ça me semble anecdotique. Le fait que le Berliner, perde de la valeur tous les ans pour encourager les gens à consommer, ça n'est rien d'autre que de l'inflation. En Europe, l'inflation est de 2%, l'euro perd 2% par an. Bon, voilà. Je pense que la question est plus identitaire et je pense que c'est peut-être plus le sociologue qui peut y répondre parce que du point de vue économique, il n'y a pas vraiment d'intérêt à ce que on adopte une autre monnaie que l'euro. Pourquoi vous dites que c'est pas une monnaie, Michel Prieur? Parce qu'on ne peut pas la thésauriser. Parce qu'elle fonctionne comme un système. Cette monnaie a été créée pour ça, si vous voulez. Tout à fait. Cette monnaie qui n'en est pas une est créée pour que justement on ne puisse pas la mettre dans son matelas. Donc. Exactement. C'est-à-dire en clair que c'est un système de troc par référence. Là, la référence est un bout de papier marqué Berliner, comme il y a 3000 ans c'était un mouton. Mais ça n'est pas une monnaie au sens où nous entendons monnaie. C'est-à-dire qu'en tant que numismate, comment ça a fonctionné depuis 27 siècles. On ne peut pas la thésauriser. Il n'est pas possible de la transmettre en dehors d'un système en réalité d'échange de biens. C'est un succédané d'échange de biens. Alors, l'idée, en tout cas, est la même que celle qu'avait développée monsieur. On a vu exactement les mêmes mécanismes se mettre en place en Argentine, dans les banlieues des villes, où il fallait absolument que le peu d'argent que les gens arrivaient encore à gagner reste sur place. Et donc on voyait des monnaies de ce type, locales, qui permettaient d'éviter, et on l'a entendu 3 fois dans le reportage, d'éviter que l'argent parte à la banque. En fait, pour compenser cette inflation et pour éviter que l'argent reparte à la banque. Pour que surtout l'argent reste dans le groupe. Jean Viard, ce qui est intéressant dans cette expérience, même si elle nous a fait sourire en regardant le reportage, c'est l'aspect identitaire. Vous entendez, elle dit « je suis berlinoise et je suis une berlinoise du quartier de tel endroit et c'est pour ça que j'utilise cet argent ». C'est d'ailleurs pas un hasard si ça s'est sans doute passé en Allemagne et pas en France. Enfin, en France, il y a eu les Sels qui sont un peu différents. C'est aussi parce que le Deutschmark avait un rôle dans la culture allemande. Ils ont eu du mal à quitter le Deutschmark, encore plus que nous le franc, compte tenu de l'importance du Deutschmark, etc. Donc, à la limite, c'est une réaction quand même micro-identitaire, parce que c'est quand même, on est bien dans notre quartier. Au fond, le monde va vers des micro-tribus, quelque part, si on pousse un peu. Et leur système marche bien, parce qu'après, ils ont quand même des euros quand ils veulent acheter une voiture ou s'ils veulent prendre le train. Donc, je veux dire, ce n'est jamais qu'un système local complémentaire. Absolument. Je ne vais pas acheter ma Volkswagen avec mes Berliner. Bon, alors, en même temps, c'est un côté sympathique, c'est-à-dire, je fais travailler le petit producteur d'à côté, etc. Mais au fond, c'est une espèce c'est aussi le refus du capital. Or, pour faire de l'économie, il faut du travail et du capital. Alors, si on refuse le capital, c'est très bien en termes identitaires, je peux le comprendre politiquement, trouver ça sympathique, mais après, quand on fait du business, c'est clair qu'il en faut aussi. Donc, quelque part, pour moi, c'est un phénomène très très marginal, plutôt sympathique, mais qui au fond n'a pas vocation à changer le monde. On peut proposer ça à José Bové qui viendra rééchanger avec des moutons. Le plateau du Larzac. On pourrait essayer, alors ça, avec effectivement des petites pierres du Larzac, mais je ne suis pas sûr quand même qu'il aille jusque-là. Que voulais-je vous dire alors, non mais, est-ce que vous...
à travers ce qu'on vient de voir dans ce reportage, est-ce que ça ne nous dit pas quand même quelque chose sur le manque de symboles ou le manque de symbolique identitaire lié à l'euro lui-même? Qu'en pensez-vous l'un et l'autre? Peut-être André Ronde. Bon, je vais me faire un petit peu l'avocat de l'euro en le mettant dans son contexte un petit peu politique et historique. Bon, rappelez qu'il y a eu une première tentative qui n'était pas d'unification, mais de faire une possibilité d'échange entre plusieurs pays. En 1865, c'est créé l'Union latine entre la France, la Belgique, la Suisse. S'y est rajouté ensuite l'Italie, la Grèce et peut-être l'Espagne, je n'en suis pas sûr, où on pouvait payer dans tous ces pays avec la monnaie. On pouvait payer en francs en Italie, en lire en France. On a eu des tentatives effectives de prêt euro. Qui s'est fracassé sur la guerre de 1914. Par contre, la création de l'euro, et j'ai regardé dans l'histoire, et c'est la première fois que sur un nombre important de pays et sur une zone géographique importante, se crée une nouvelle monnaie sans qu'elle soit le résultat d'une guerre ou d'une conquête. Oui. Elle n'est pas imposée de l'extérieur. Ce qui a été le cas des monnaies comme la drachme grecque, le denier romain. J'entends bien, mais ma question c'était, est-ce que ça manque pas un peu d'identité? C'est-à-dire que tout le monde finalement y est passé, on va arrêter de pleurnicher, jusqu'à maintenant, si vous voulez, c'est vrai que la monnaie, c'est une référence nationale. Michel Prieur. Le problème numéro un, que, en tout cas, nous, en tant que numismates, on a dénoncé dès le début sur l'euro, c'est la nullité absolue des billets. On remplaçait dans tous les pays d'Europe des billets identitaires avec des personnages célèbres, et on les remplaçait par quoi? Par des billets dont les couleurs étaient aberrantes, parce que, regardez bien les billets euros, vous n'avez pas une couleur, une teinte qui soit naturelle. Des billets où il n'y avait absolument plus aucun graphisme humain, la seule chose qui a été dessinée par un humain sur un billet euro, c'est la signature du président. Pire, on avait un choix de sur les Delacroix, il y avait encore des seins, par exemple. l'INS. Mais c'était des billets qui étaient dessinés par des artistes. C'était des vrais billets. Quand vous regardez ce qui est représenté, vous avez des ponts qui ne mènent nulle part, des fenêtres qui s'ouvrent sur le vide. C'est absolument affligeant. Il était évident dès le premier jour qu'il fallait remplacer des billets identitaires nationaux par des billets identitaires européens. C'est-à-dire qu'il fallait faire exactement l'inverse de ce qu'a fait la Commission. Il fallait considérer que Léonard de Vinci n'était pas italien, qu'il était européen, bien sûr. que Bach était européen, etc. Que Mozart, oui, d'accord. Tout à fait, d'autant plus que tous ces pays-là n'existaient même pas du temps de ces génies. Jean Viard. Non, mais juste ce que ça nous dit, c'est que c'est pas un hasard si l'Europe est en crise politique. Je veux dire, c'est ça qu'on lit, là, si vous voulez. C'est pas pour rien qu'on a voté non au traité, c'est pas que les gens sont contre l'Europe, c'est qu'on voit très très bien que l'Europe communautaire, au fond, elle produit des outils de gestion. Et elle ne produit pas des outils politiques. Et donc, les gens, c'est pour ça aussi que les gens réagissent comme ça face à l'euro. Donc, il n'y a pas de secret. Je veux dire qu'on est bien dans cette discussion. Ça montre bien qu'on ne peut pas parler monnaie sans parler force politique. Et que si l'Europe était une force politique, à la limite, les gens prendraient confiance dans la monnaie. On va essayer de prendre quand même quelques questions SMS. Y a-t-il encore beaucoup de Français qui convertissent les prix en francs ou qui regrettent notre ancienne monnaie? Ce sont des choses, enfin, deux notions différentes, en fait. Oui. Oui, il y a beaucoup de Français qui convertissent encore les prix en francs pour une raison très simple, c'est que le passage du franc à l'euro s'est fait sur un taux de conversion de 1 euro pour 6,55 957 francs, extrêmement compliqué. On n'a pas eu de chance. En Allemagne, 1 euro, c'est 2 Deutschmark. Facile. Donc pas de problème. Pour la France, plus compliqué. Au passage, ça explique aussi que les gens aient une vision un peu biaisée, j'y reviens, excusez-moi, et qui surestiment un peu l'augmentation des prix parce qu'ils ont du mal à faire la comparaison avec l'avant 2002. Ça, c'est la Propagandstaffe de l'INSEE qui nous disait tout à l'heure, on réfléchit en prix de 2001. Alors, je dis ça par provocation, mais c'est vrai, du coup. On a des prix de référence qui ont 5 ans. Ça peut peut-être inciter les gens aussi à dépenser plus, parce que, si vous voulez, 150 euros, on a l'impression que c'est moins cher que 1000 francs. Oui, bien sûr. Il y a eu donc, et après, les gens s'aperçoivent que finalement, ils ont dépensé beaucoup plus qu'ils le pensaient et que leur pouvoir d'achat baisse, diminue. Mais dans notre bouquin, il y a un article de Rochefort qui a analysé cette question. En fait, les gens ont réappris les prix assez vite. On croyait qu'ils allaient calculer, mais en fait, très vite, les gens n'ont plus eu de calculette. Et en fait, beaucoup plus, ils ont réappris les prix. Et du coup, c'est aussi pour ça qu'ils ont perdu les repères. Parce qu'au fond, ils savent combien ils gagnent en euros. Et en fait, moi, je suis allé voir combien je gagnais en francs, mon dernier salaire. Honnêtement, c'est pas ça que j'avais gardé dans la tête. Parce qu'en fait, on n'a pas mémorisé tous les prix. Moi, je me rappelle très bien mon premier salaire. Ça, oui, ça, je m'en rappelle de celui-là. Et pourtant, il a plus de 35 ans. Donc, je veux dire, on a des mémoires comme ça. Et juste une chose sur ces prix. Regardez les pourboires.
Au moment où Rochefort a analysé les pourboires, on se rend compte que quand on est passé à l'euro, les gens laissaient souvent 50 centimes. Et puis vous êtes dit 50 centimes, attendez, 50, mais c'est 4 francs ça. Et donc pendant 2-3 ans, les gens laissaient 50 centimes. Après, plein de gens n'ont plus rien laissé du tout, parce que se disaient, mais parce que laisser 5 centimes, ça c'est incomplet. Et que aujourd'hui, en dessous de 20 centimes, on fait un peu nul dans un bar. Donc voilà, comment vous jouez ça? Donc les garçons de café se sont enrichis avant de connaître la grande pauvreté. Dans un premier temps, ils ont une période facile. Pourquoi une date butoir? Alors les dates butoirs, c'est sur nos billets qui disparaissent, etc., etc. Ce d'autant plus, Michel Peuilloc, vous nous avez expliqué très clairement que c'est pas comme ça partout. Le fait du prince. La Banque de France a décidé. Ça se passe donc comme la Banque de France l'a décidé. Bon, n'est-ce pas bien quelqu'un qui décide quand même? Certes, mais on aurait pu aussi décider de les rembourser ad vitam aeternam. Oui. Ce serait pas. Oui, donc c'est la décision contestable qu'après que la Banque de France décide, oui, c'est son boulot, absolument, ce que je veux dire. Oui. N'est-ce pas du vol d'annuler la validité de ces billets? Alors là aussi. On revient à la question. Et vous pensez quoi, vous? Dites-nous. Ah, mais je pense qu'on aurait dû maintenir. D'ailleurs, le comble, c'est que dans les statuts de la banque, j'ai revu ça sous Bonaparte, les signes monétaires de la banque devaient être remboursables sans limite de temps. Dans la série, ces dossiers qui passionnent les Français pendant la campagne électorale, je sais pas, un candidat qui dirait je vais repousser la date, je restaure l'intégralité de la capacité il est évident que ça donnerait un sentiment de confiance dans la monnaie qui, là, on rappelle trop aux gens que le bout de papier, c'est un bout de papier. Personne n'a jamais annulé la valeur d'un lingot d'or. J'ai une question incroyable qui vient derrière. Les personnes se retrouvant spoliées lors d'une succession, je ne devrais pas rire parce que c'est pas drôle. Les personnes se retrouvant spoliées lors d'une succession comprenant des billets en francs peuvent-elles attaquer l'État? Non, mais je sais, c'est drôle et amusant et pas idiot. Donc, je pense que ça serait intéressant, mais à mon avis, pas devant une pas devant une juridiction européenne. Oui. Un bon avocat à la Cour européenne. Combien coûte la fabrication d'un billet? On le sait, ça. On sait ce que ça coûte. Alors, c'est assez variable. Grosso modo, actuellement, on doit se trouver aux alentours de 15 à 20 cents d'euros. Pardonnez-moi, recommencer. On doit se retrouver... Un billet, ça coûte 10 à 20 centimes? Oui, mais ça coûte très cher. Mais c'est énorme! Oui, mais perdez pas. Et ce sont des billets qui sont des chefs-d'œuvre de sophistication et pour que ce soit rare, comme on l'a vu tout à l'heure, pour que ce soit rare, il faut que ce soit un produit de très haute technologie pour qu'on ne puisse pas le reproduire. Tout le monde s'en fabriquerait. Et oui. On en brûle beaucoup des billets. Enfin, la destruction, l'émission de monnaie, tout ça, ça reste ça représente des tonnes, des tonnes et des tonnes. Oui, bien sûr, c'est énorme. C'est énorme parce que nous sommes un continent et nous sommes très nombreux. Comment la masse monétaire totale en circulation a-t-elle été définie, Nicolas Bouzou? Alors, elle est définie par les banques centrales en fonction d'un objectif de prix. Donc, la Banque centrale européenne considère que l'inflation... de prix, c'est-à-dire c'est-à-dire que la Banque centrale européenne considère que l'inflation doit être inférieure à 2%. Oui. D'accord. On sait en général que si on a une inflation si on veut une inflation de 2%, il faut une masse monétaire qui augmente de l'ordre de 4 à 5%. On est d'ailleurs un peu au-dessus en ce moment, ce qui explique aussi l'augmentation des prix de l'immobilier, etc., qui sont pas justement dans l'inflation. Bon, mais voilà, en général, on se fixe un objectif de prix et on en déduit un objectif de croissance de la masse monétaire. Connaît-on l'équivalent en euros des coupures de 100 et 200 francs qui n'ont pas été échangées, c'est-à-dire celles qui vont disparaître bientôt? On a une idée de la masse ou pas? La Banque de France a tout à fait les chiffres. C'est très important. C'est très important parce qu'il ne faut pas oublier que le Pascal avait déjà disparu depuis presque 10 ans lorsque l'euro est arrivé. Donc ce qui est encore conservé, c'est ce qu'on appelle la dernière gamme, donc du Saint-Exupéry au Curie. Et là, oui, effectivement, ça représente plusieurs milliards. En fait, si on est un bon dictateur, la première chose qu'on devrait faire, c'est changer de monnaie en arrivant, parce qu'on se met la différentielle dans les poches. Mais on a un, on a un cas très intéressant. Ça veut dire comment prochain coup d'État. Non, mais c'est à la fin de la guerre. Lorsque le général de Gaulle arrive, il considère que d'une part, la Banque de France a été sous la botte nazie. Oui, deuxièmement, qu'il y a eu un marché noir effréné. Donc, il décide de changer les plus gros billets et toute personne qui vient faire un échange doit justifier ce qu'elle échange dès qu'elle dépasse 50 000 francs de l'époque, ce qui était une grosse somme. Mais à l'aune du marché noir, c'était de la petite monnaie. Oui. Bon. Et ça, c'est un exemple où il y a eu énormément de profiteurs du marché noir qui ont été tondus gratis parce qu'ils se sont retrouvés, et c'est de là que vient l'expression « argent de lessiveuse », nous en avons vu professionnellement arriver, des gens qui avaient des dizaines de kilos de billets de l'époque de la guerre,
tout neufs, dans des liasses impeccables. C'était très impressionnant. Et comme quoi, certaines fois, que les billets les plus courts peut être moral. Qu'en est-il de la circulation de faux euros? Moi, je trouve qu'on en parle relativement peu. Est-ce que ça veut dire que, globalement, ça a baissé par rapport au franc? Alors, les faux euros sont relativement peu nombreux. C'est relativement bien contrôlé et il n'y a pas encore de ce qu'on appelle des super billets, c'est-à-dire des billets où même un caissier de banque se trompe vraiment à tous les coups. Merci beaucoup les uns et les autres d'avoir participé à cette émission. Vous savez que vous pouvez nous retrouver sur le câble satellite, la DSL et la TNT aux alentours de 22h30 et que nous vous fixons par ailleurs rendez-vous pour un nouveau C'est dans l'air en public et en direct demain à 17h50. Très bonne soirée sur France 5, à demain.